Salut à toi, ami humaniste. Tu es bien sur la chaîne du Courant pour une écologie humaine et tu écoutes maintenant un podcast très spécial. C'est un podcast qui souhaite régénérer ton espérance en donnant la parole à des acteurs qui bâtissent dans leur cœur d'activité un monde aimable. On espère que toi aussi, tu voudras te mettre à agir à ton échelle après avoir écouté ça. Aujourd'hui, on te propose une intervention qui a eu lieu lors du forum annuel du Courant pour une écologie humaine. En 2025, le thème était « Comment débattre sans se combattre ?» Sujet d'actualité, tu admettras. On a donc donné la parole à Alexis Milsan. Alexis Milsan est consultant en stratégie et trésorier du Courant pour une écologie humaine. Et c'est à lui qu'on a demandé d'assurer l'introduction de ce forum annuel. De quoi parle-t-il ? Eh bien, dans un monde saturé d'opinions, de tensions sociales et de postures identitaires, débattre devient un exercice de plus en plus complexe. Tout l'enjeu est donc de passer à l'action en trouvant le bon positionnement et en appliquant une écologie du débat. On te laisse maintenant découvrir ses propos. D'introduire cet après-midi, je dois avouer que j'ai eu un sentiment un peu mêlé. D'abord une profonde gratitude, parce que je savais que j'allais retrouver presque une centaine de participants, et je trouve ça extrêmement touchant que vous ayez décidé de consacrer votre samedi après-midi à effectivement ce thème de débattre sans se combattre, et particulièrement encourageant. Gratitude aussi effectivement pour nos intervenants. Merci à tous de nous éclairer sur ce thème. Grande gratitude aussi pour l'équipe organisatrice et puis gratitude pour les figures tutélaires du courant présentes et non présentes. Et sentiment mêlé parce que de l'autre côté, il va falloir que j'improvise et que je trouve un peu de contenu, surtout vu les experts qui allaient venir après, quelque chose à vous dire sur ce thème, débattre sans se combattre. Et de fait, j'étais et je suis toujours un tout petit peu inquiet. Alors du coup, comme j'avais peur et j'étais stressé, j'en suis revenu aux fondamentaux et j'ai regardé l'étymologie du sujet. Voilà. Alors, combattre, ça c'était facile. Combattre, préfixe cum en latin, avec, combattre, se battre avec, ça allait. Débattre. Alors, débattre, effectivement, je vis aux États-Unis, un sujet un peu chaud en ce moment, ce sont les taxes. Donc, débattre, détaxer, préfixe dé, détaxer, j'enlève les taxes. Donc, je me suis dit, finalement, débattre, c'est enlever le fait de se battre. Et est-ce que vous avez d'autres verbes en tête qui commenceraient par le préfixe dé ? Dégoûter. Déshumaniser. Déraciner. Découper, démonter, démarcher, découdre. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous surprend dans toutes ces choses-là ? C'est pas très positif. Assez négatif. C'est assez négatif. Mais si je prends par exemple démultiplier, découvrir, merci. Dépasser, merci. Et grâce à vous, je redécouvre, démocratiser, je redécouvre que le préfixe dé, en fait, que je pensais privatif, j'enlève, en fait, il peut aussi vouloir dire multiplier. Voilà. Et donc débattre, je me rends compte, et ça me stresse encore plus sur cette introduction, que débattre, ça peut vouloir dire soit se battre plus, ou se battre moins. Ce qui veut dire que très fondamentalement, on a le choix, individuellement, de contribuer soit à plus de batailles, soit à moins de batailles. Et c'est un choix qui est probablement individuel, mais aussi collectif, puisque, toujours retour aux fondamentaux, le débat, quelque part, c'est quand même à la source de nos sociétés. Si on pense à Socrate, à Platon, au Forum romain, voire c'est à la base de nos civilisations et peut-être de notre démocratie. Donc du coup, on a un choix individuel et collectif. Et donc je suis encore plus stressé parce qu'il faut que je vous en parle encore pendant 7 minutes. Alors comme j'étais encore plus stressé, je me suis dit, qu'est-ce que je fais Ah, merci. Merci. Je t'en prie.
je vais me détendre. Pour me détendre, je suis allé chercher des expériences très personnelles, où j'étais en situation de débat. Et il y en a 3 qui me sont venues en tête. La première, c'est la réunion professionnelle. Qui a l'occasion de faire des réunions professionnelles régulièrement, ou associatives, ou avec voilà, des projets? Voilà, c'est un truc qu'on fait assez souvent. Hein. Mais le propre d'une réunion professionnelle, c'est de débattre pour prendre une décision. Décision, je ne sais pas dans quelle catégorie ça se passe. Première anecdote, effectivement, la réunion professionnelle. Deuxième anecdote, la conversation amicale ou familiale, où on parle de tout et de rien, et parfois on débat. Et puis, on évoquait les États-Unis, la Chine, etc. Il y a un peu de débat, on va dire, en ce moment, au niveau international. Alors, en regardant ces 3 anecdotes, j'ai essayé de comprendre un peu les enjeux du débat et pourquoi les grands chefs avaient décidé de ce thème de débattre sans combattre. Alors, réunion professionnelle. Donc on est tous ensemble, on essaye de travailler ensemble, de discuter pour prendre une décision. Et je me suis rendu compte que, donc Solveig a gentiment dit que j'étais consultant, donc les consultants généralement ils essayent de faire advenir la décision, ils sont plutôt en aidant. Mais je dois avouer que j'aime bien avoir raison quand même. Et que donc ce que disent les autres c'est bien, mais quand même, si la décision finale, ça pouvait être ce que j'avais raconté, ce serait quand même vachement mieux. Voilà. Et donc, je prends conscience que pour un vrai débat, il y a quand même une chose qui doit être une sorte d'oubli de soi. Alors ça va être plus confirmé ou infirmé par nos intervenants après, mais il y a quelque chose où il faut un peu s'oublier, s'effacer, pour laisser advenir finalement une pensée commune. Et j'ai en même temps qui me vient, mais en parallèle, si je suis dans la salle de réunion, c'est pour apporter un point de vue singulier, une personnalité, une expérience. Donc je ne peux pas complètement m'oublier, sinon il n'y a pas de débat. Et donc là, ça devient encore plus compliqué, parce que non seulement je dois choisir entre débattre plus de combats ou moins de combats, mais en même temps, je dois, moi, gérer le fait que je dois ou m'affirmer ou m'oublier. Et trouver la juste position dans la conversation pour être contributeur sans écraser tout le monde. C'est effectivement extrêmement compliqué et ça vaut le coup qu'on y passe une après-midi. D'autant plus qu'il y a quand même un certain nombre de tendances en ce moment qui vont contre cette nuance de l'oubli de soi par rapport à l'exposé de sa personnalité. Parce qu'il faut déjà avoir un soi, il faut déjà avoir une personnalité. Or, c'est très facile de se en remettre aujourd'hui à des prêts-à-penser, à des modules de pensée déjà tout faits. C'est très facile de consulter une intelligence artificielle pour lui poser des questions et raisonner à notre place. Et donc c'est très facile finalement de s'oublier au point non pas qu'on n'existe pas, mais que notre personnalité ne se construit plus. Donc il y a des tendances naturelles aujourd'hui qui vont à l'encontre de cette nuance entre oubli de soi et exposé de sa personnalité. Deuxième anecdote, conversation amicale ou familiale. Je me suis rendu compte avec mes amis que quand on discutait d'un sujet sérieux, parfois on n'y parvenait pas parce qu'on avait peur. Et qu'on avait peur de sortir de notre clan, de notre groupe social. Et qu'accepter que l'autre ait peut-être raison, c'est déjà un peu renier notre environnement social. Et donc ça ne facilite pas le débat, parce qu'on n'ose pas forcément aller vers la position de l'autre, parce qu'on a l'impression qu'on va être tout seul. Et on n'aime pas être tout seul. Et là aussi, il y a des tendances qui vont un peu à l'encontre de ce positionnement juste dans le débat. Que ce soit ce qu'on entend sur les bulles informationnelles avec les réseaux sociaux, comme les algorithmes nous envoient que les informations qu'on aime bien parce qu'on les a likées, forcément on reçoit toujours les mêmes informations et donc on reste dans notre cercle. Donc ça ne nous aide pas à accepter potentiellement le point de vue de l'autre. Ou accepter que le point de vue de l'autre existe, puisqu'on pourrait être en profond désaccord et rester en profond désaccord respectueux. Mais pour ça, il faudrait qu'on accepte de prendre le risque de se désancrer par rapport à son groupe social. Il y a aussi cette culture un peu du contre. Je vous donne une anecdote. À Paris, en ce moment, j'adorerais être très ambitieux et dire qu'on est un événement satellite de Change Now. Change Now, c'est au Grand Palais et c'est le grand salon
du développement durable, international, etc. Donc il y a beaucoup de monde en ce moment-là. Et ben, c'est plutôt chouette, c'est un événement international en France sur le développement durable, c'est plutôt écologique, c'est plutôt chouette. Bon, ben, il y a déjà des gens qui sont contre l'événement, quand bien même ils sont plutôt sur le sujet écologie et développement durable. Il y a comme une culture du contre en fait. Il vaut mieux être contre que être pour. Et donc comment on arrive à faire en sorte que le débat ne soit pas un sujet de pour ou contre, mais quelque chose d'intermédiaire ou de voie médiane qui nous envoie plus loin. Donc là aussi, sur cette deuxième anecdote, on a des tendances un peu contradictoires. Et pour finir rapidement sur les négociations internationales, parce que ça me dépasse complètement, on entend bien qu'en fait, il y a quand même un sujet dans les négociations internationales de deuxième table. Il y a la table des négociations officielles, et puis il y a les enjeux nationaux derrière qui parlent. Et donc nécessairement, il y a la question de la recherche d'un bien commun qui se pose. Est-ce que les interlocuteurs sont vraiment à la recherche d'une solution qui, quelque part, les dépasse? Or là aussi, on a des tendances qui vont à l'encontre de ces sujets-là, de ces positionnements plutôt, comme, sans vraiment maîtriser le référent philosophique, la volonté de puissance, ou en tout cas une volonté de maîtrise, et des égos peut-être surdimensionnés, et cette capacité qui n'est pas vraiment à l'ordre du jour de lâcher prise, de lâcher la rampe. Finalement, on se rend compte avec ces exemples que pour bien débattre, il y a quand même une mise en vulnérabilité. Encore une fois, il faut accepter que l'autre potentiellement ait raison. Et donc, cette vulnérabilité n'est pas forcément la plus grosse tendance qu'on puisse constater aujourd'hui. Il faut accepter l'inconnu, et donc on est sur ces notions qu'évoquait Solveig, propres au courant pour une écologie humaine, de vulnérabilité, de bienveillance, et de recherche des communs. Donc voilà, rapidement, pourquoi on a choisi ce thème pour cet après-midi et qu'on a choisi d'y consacrer autant de temps. Derrière tout ça, il y a quand même en sous-jacent un sentiment qu'on peut percevoir de peur, de crainte, oser le débat. Encore une fois, ça nous met en vulnérabilité, ça nous met en zone d'instabilité, et donc pour créer des débats sereins, il y a probablement besoin d'un cadre qui rassure, de formes qui viennent apporter justement cette sécurité à chacun des interlocuteurs. Et c'est finalement un artisanat, une méthode, un savoir-faire qu'on va pouvoir explorer grâce à nos intervenants cet après-midi et mettre en pratique grâce aux ateliers. Voilà, c'est un peu la démarche que nous avons eue en concevant ce programme, puisque tout l'enjeu est de passer à l'action. Voilà. Passez une excellente après-midi et merci à tous. Cher auditeur, merci de ton écoute. Si tu as apprécié cet épisode, partage-le autour de toi. Et pour suivre nos actus ou juste t'abonner à notre newsletter mensuelle, on te donne rendez-vous sur www.écologiehumaine.eu. À bientôt!